Alors nous accueillons et nous écoutons d'abord Madame Valérie Toureille, qui est maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l'université de Cergy-Pontoise et qui est l'auteur d'un ouvrage, Le drame d'Azincourt, histoire d'une étrange défaite. Son exposé s'intitule Azincourt, prestige des chevaliers, défaite de la cavalerie. Madame Toureille, nous écoutons. Alors, effectivement, à travers cette évocation de la chevalerie sur le temps long, je m'arrêterai à une question. La lecture de l'épisode dramatique d'Azincourt nous permet-il de parler d'un déclin de la chevalerie à la fin du Moyen-Âge ? Alors, pour répondre à cette question, je vais partir un peu en amont pour revenir sur les terres du XVe siècle. Alors, je ne reviendrai pas sur les origines des chevaliers, à ces débats, à ce groupe social et ou professionnel apparu au tournant de l'an 1000, qu'ils soient des hommes nouveaux, qu'ils soient les héritiers de la noblesse carolingienne, nous importe peu ici. Mais une chose est incontestable, c'est la prolifération du terme latin « miles » qui désigne le cavalier dans les documents à partir du XIe siècle et que l'on voit proliférer, témoignant d'un changement dans la société médiévale. Ce terme souligne une distinction technique et bientôt sociale, celui de l'homme qui combat à cheval. Mais il se distingue aussi du commun, cet homme, par ses activités et les armes qu'il porte. Si en théorie tous les hommes libres peuvent combattre et rejoindre l'hoste du roi, il est de plus en plus évident que l'on assiste à une militarisation de la société et à une progressive, professionnalisation de la guerre. Seuls ceux qui ont les moyens de s'équiper et le temps de s'entraîner peuvent participer au combat à cheval. La noblesse renforce ainsi sa prééminence dans la fonction militaire pour devenir un monopole, mais aussi une identité. La société féodale qui voit le jour autour de l'an 1000 est étroitement liée à l'émergence de la chevalerie en tant que telle, c'est-à-dire comme un corps dans lequel on entre bientôt par des rites et par l'attribution de certaines armes. C'est là où je vais voir si mon petit appareil fonctionne bien. Rites et armes que l'on voit retrouver ici et qui qualifient l'homme comme tel à travers l'épée, mais surtout les éperons. Alors, on a deux scènes. Celle-ci est peut-être la forme la plus classique que l'on trouve à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on adoube juste avant le combat ou juste après. Peu à peu, ce milieu chevaleresque conforte sa cohésion par l'adhésion de ses membres à un certain nombre de valeurs, par le partage d'une idéologie commune, dite chevaleresque. La chevalerie est encore liée à la société féodale, en raison de l'émiettement du pouvoir public à l'échelle locale, voire sa privatisation entre les mains des sires châtelains. Or, ceux-ci ont très vite compris la nécessité d'avoir des hommes armés et montés pour affirmer leur pouvoir sur le territoire qu'ils prétendaient dominer. Ces hommes servent leur seigneur lors d'expéditions que l'on nomme d'ailleurs chevauchées. Cette image souligne bien ce lien étroit entre le sire et ses chevaliers. Cela devait aussi l'accompagner pour le service de l'ost lors de la semonce des nobles. Au Moyen-Âge, le chevalier incarne l'homme de guerre par excellence. Il devient le héros des chansons de geste en même temps qu'il incarne la bataille sur le champ. Même si armes et armures évoluent du XIe au XVe siècle, le cavalier impressionne toujours par sa monture et par son armement. Au début du XIVe siècle, les chevaliers continuent de former dans tout l'Occident le cœur des armées. L'idée est alors communément admise que 100 chevaliers ont la même valeur que 1000 hommes de pied. Une supériorité sociale, une supériorité militaire aussi. La force de la charge de cavalerie en impose sur les champs de bataille. L'emploi du cheval favorise le choc frontal des hommes et des armes. Les chevaliers s'affrontent avec de longues lances campées sur leurs destriers. Cette forme d'affrontement devient la forme traditionnelle de la bataille médiévale et s'impose jusqu'au temps qui nous occupe, c'est-à-dire le XVe siècle au moins. Les tournois constituent à cet égard la reproduction de cet art de combattre à cheval, en même temps qu'ils sont un entraînement sélectif. Il est recherché par tous les chevaliers de la chrétienté. Ces joutes sont l'occasion de grands rassemblements cosmopolites qui diffusent et consolident le modèle chevaleresque. Cet idéal chevaleresque est devenu un modèle international. Peu à peu,
les chansons de gestes et les romans composés à l'attention de l'aristocratie laïque dessinent le portrait du chevalier idéal. Ses qualités, quelles sont-elles ? Ce sont l'honneur, la prouesse, la vaillance, la loyauté, mais aussi la courtoisie, des qualités qui toutes se donnent à voir sous le regard des dames attentives au spectacle qui se livrent là dans les lices. Ce combat, difficile et hautement technique, impose au chevalier d'être en permanence secondé par un écuyer, un page, un ou plusieurs valets. L'arme du chevalier, la lance, devient ainsi une unité de combat. Il s'agit d'une cavalerie lourde. La cavalerie légère existe, mais pas en tant que telle. On l'utilise pour des opérations de reconnaissance ou des escarmouches, mais elle n'acquérera un vrai statut militaire et professionnel qu'à la fin du XVe siècle. Le chevalier, équipé de sa lance, porte également une épée qui lui servira lorsque la lance, ou plutôt la longueur de cette lance, la rendra inefficace et qu'il devra frapper de taille et d'estoc. Il porte le harnois, lequel, au XVe siècle, recouvrira bientôt tout le corps du combattant par des plates de métal, le fameux harnois blanc, recouvert de la cotte d'armes si souvent représentée, on peut le voir ici, dans ces enluminures de la fin du Moyen-Âge et qui incarnent le chevalier dans la mémoire collective. Ces cavaliers portent ainsi sur leurs chevaux un équipement qui pèse près de 30 kilos lorsqu'ils s'élancent pour affronter leur adversaire. Après la charge collective de la cavalerie, en rang ou en haie, le combat devient d'ailleurs individuel et ressemble fort à une mêlée. Chaque cavalier doit néanmoins combattre non loin de la bannière de son seigneur ou de son capitaine. D'où ce caractère bigarré, parfois critiqué par leur hétérogénéité, de ces armées féodales. La bataille rangée est un élément important dans la geste guerrière. Le point culminant de la guerre, pour reprendre une formule de Philippe Contamine. Elle est rarement fortuite. Elle suppose l'accord des deux parties pour accepter la rencontre par l'intermédiaire de chevaliers, des héros, des messagers plutôt. Ça peut être aussi des chevaliers, mais ce sont des messagers, des chevaucheurs, des héros. Les batailles rangées sont toujours un pari risqué, vers lequel on s'achemine souvent prudemment. Elles peuvent entraîner des tournants politiques majeurs. Elles sont aussi coûteuses en vie humaine, en chevaux, en argent. Contrairement à ce que l'on lit souvent, ces armées n'opéraient pas dans le plus grand désordre et sans tactique. Il est certes parfois délicat de la retrouver. Les hommes du Moyen-Âge sont pourtant imprégnés d'une culture martiale qui leur vient en partie par les livres. Ils connaissent pour une part les auteurs de l'Antiquité sur l'art de la guerre, Frontin, Végès. Mais il est encore difficile pour nous de savoir s'ils ont appliqué leurs recommandations sur le terrain. La conduite d'une armée sur le champ de bataille répond souvent à plusieurs choix tactiques qui peuvent évoluer au cœur même de l'affrontement sous la pression et la contrainte des aléas. Aussi est-il compliqué pour l'historien de les reconstituer parfaitement. Il est bien sûr confronté au problème des témoins, soit parce qu'ils n'ont pas été sur le terrain, soit parce qu'ils étaient présents mais qu'ils n'ont pu avoir une vision d'ensemble de la bataille. À la fin du XIIIe siècle, Jean de Meun avait justement tiré de l'art de la guerre de Végès une traduction sur l'art de la chevalerie, soulignant ainsi la réduction de l'un à l'autre. Autrement dit, dans l'esprit des Français, l'art de la guerre se résumait tout entier dans celui de la chevalerie. Jean de Meun représente assez bien cette mentalité médiévale qui appréhende difficilement l'Antiquité. Pour lui, le milès grec ou romain ne peut être autre chose que le chevalier qu'il côtoie, sans mesurer la différence, la distance qui existe entre eux. C'est assez bien représenté dans cette enluminure où, à la bataille de Gaugamel, tous les combattants sont ici figurés en chevaliers. Les médiévaux ne se contentent pas de traduire ou de transposer un héritage antique. Au XIVe et XVe siècle, les traités didactiques sur le droit et sur l'art de la guerre se multiplient. Preuve d'une intense réflexion sur le sujet et la nécessité de réformer l'outil militaire. Les défaites françaises du XIVe siècle n'y sont sans doute pas étrangères. Parmi ces penseurs, nous pouvons citer Honoré Bouvet et L'Arbre des batailles, rédigé en 1387. On voit ici justement Honoré Bouvet agenouillé devant Charles VI. Alors il y a
Une autre figure auquel on pense moins, c'est une femme, Christine de Pisan. Christine de Pisan qui rend d'ailleurs hommage à Honoré Bouvet, de l'autre côté de l'arbre de bataille. Elle a rédigé en 1410 le livre des faits d'armes et de chevalerie, où elle évoque un certain nombre de points, y compris tactiques d'ailleurs, sur l'art de la guerre. Les écrits de Christine de Pisan interpellent les nobles sur la conduite à tenir pendant la guerre, invitant les chevaliers à moins d'indolence, à fuir le luxe, à plus de combativité et à user d'entraînement. Dans la même tonalité, mais avec un degré supplémentaire dans la critique, on peut évoquer Alain Chartier, qui composa plusieurs œuvres de lamentation sur la corruption des nobles et l'état de désolation du royaume. Dans son quadrilogue invectif, il oppose entre autres France à chevalerie, dans un dialogue incisif. Là, Dame France reproche à tous ses enfants leur inaction face aux agressions qu'elle ne cesse de subir. Alors, la chevalerie française est-elle en cause? Ou, pour reprendre une formule très souvent relayée, peut-on dire que la guerre de 100 ans marque la faillite de la chevalerie? Les défaites de Crécy, en particulier celle de Poitiers, vont entraîner une série de critiques à l'endroit des nobles combattants, ceux-là même qui étaient censés protéger le royaume, son peuple et au premier chef son roi. La bataille de Crécy, le 26 août 1346, fut la première grande défaite française de la guerre de 100 ans, si on laisse de côté l'Écluse, mais comme vous savez, il s'agit d'une bataille navale. Cette défaite fracassante des Français est conduite par ce roi plus tard contesté, Philippe VI, qui avait pris la fuite au cœur de la débâcle. Édouard III avait déployé ses hommes sur une colline du Ponthieu, 13 500 Anglais, dit-on, dont une grande majorité, 8 000, devaient combattre à pied. Les hommes d'armes étaient placés devant. Les archers, 6 000, étaient disposés sur les ailes. Plus de la moitié de l'armée était donc occupée par l'archerie. En face, Philippe VI ne disposait pas de tous ses hommes, mais son contingent était supérieur à celui d'Édouard III, avec, pense-t-on, 20 000 hommes. Il ordonna ses hommes de manière traditionnelle, en 3 batailles. Les arbalétriers furent placés à l'avant, les cavaliers derrière. Il y a d'ailleurs une représentation assez juste. Il faut dire que c'est assez rare pour les batailles du Moyen-Âge. Donc celle-là, on va peut-être s'y arrêter un tout petit peu, pour montrer justement que les Français donc, que vous retrouvez derrière cette bannière sont montés, les arbalétriers sont devant, tandis que les Anglais ont placé leurs archers, et à l'avant également, mais que les Anglais vont combattre à pied. L'affrontement débuta par l'avancée des arbalétriers, dénués de leurs pavois et de leurs pavesiers, restés à Abbeville, oubliés dans la précipitation. Ces hommes étaient encore handicapés par le temps humide. La pluie avait rendu difficile l'emploi de ces arbalètes dont les crins supportaient mal l'humidité. Les arbalétriers furent bientôt décimés par les flèches anglaises et contraints de reculer. Les chevaliers comprirent ce mouvement comme une trahison de la ribaudaille. Ils lancèrent alors la charge, piétinant de leur monture les fuyards. Mais cette charge de cavalerie est à son tour frappée par les tirs d'archers et déstabilisée par les trous qui avaient été creusés devant leurs rangs. Mépris des hommes d'armes pour la piétaille sans doute, mais c'est aussi la défaite de l'affrontement traditionnel médiéval par la charge de cavalerie. Surtout, Crécy illustrait déjà au milieu du XIVe siècle l'opposition entre 2 manières de concevoir et de faire la guerre. C'était la première fois que les Français étaient confrontés à ce tir de masse de l'archerie anglaise. Mais ce n'était pas la première fois qu'au Moyen-Âge, l'infanterie se révélait capable de défaire une armée de cavaliers. Sans remonter trop loin dans le temps, pensons à l'exemple de Courtrai en 1302, au cours de laquelle l'armée féodale de Philippe le Bel fut défaite par les milices communales de Flandre, lesquelles emportèrent comme signe de leur victoire militaire et presque sociale les éperons des 10 chevaliers. On peut encore citer Morgarten en Suisse en 1315, au cours de laquelle le duc d'Autriche fut mis en déroute par les piquiers suisses. Mais quelque chose avait changé, qui venait d'Angleterre ou plutôt d'Écosse. Tandis que la France vivait encore en paix depuis la fin du XIIIe siècle, l'Angleterre s'était aguerrie au contact de ces guerres contre l'Écosse et avait modifié son outil militaire et sa façon de combattre. Ce changement s'est opéré à la bataille de Duplin Moor en 1332, où les fameux longbows firent merveille. On a ici une reconstitution d'un longbowman.
Mais le tournant fut peut-être encore plus marqué à Allendon Hill l'année suivante, en 1333. Face aux Écossais, le roi Édouard III avait disposé ses hommes en position défensive en haut d'une colline. Encore, on va le voir, c'est une position privilégiée chez les Anglais. Il avait demandé à ses chevaliers de démonter avant de les ordonner en 3 batailles, tandis que plusieurs milliers d'archers étaient répartis sur les ailes. Les Écossais avancèrent en formation serrée avec leurs fameux piquiers, les schiltrum écossais, lesquels furent bientôt décimés par la nuée de flèches anglaises. On notera au passage que la conduite du roi anglais fut particulièrement féroce. Il fit donner la chasse aux fuyards pour les massacrer et l'on exécuta les prisonniers écossais. Petite parenthèse pour Azincourt. Avec Crécy, c'était la première fois que les Français étaient confrontés à ce que l'on allait nommer la manière anglaise. 10 ans plus tard, 1356, le scénario se reproduisit à Poitiers avec quelques variantes cependant. Le prince noir, le fils d'Édouard III, le prince de Galles, disposa là encore ses troupes sur une colline. Les archers furent disposés encore sur les ailes, les cavaliers combattraient devant à pied. Du côté français, l'armée de Jean II était majoritairement composée d'hommes d'armes et dont une partie, et c'est une nouveauté, allait combattre à pied. Cependant, le ratio des archers était encore bien supérieur du côté anglais et ce fut une nouvelle défaite pour les Français. Non seulement le royaume de France avait perdu une bataille, mais il avait aussi perdu son roi, emmené en captivité à Londres. La défaite de Poitiers suscita, on l'imagine aisément, de cinglantes critiques, dont la fameuse complainte de Poitiers, qui dénonça l'incompétence des nobles à la guerre. Ils avaient cependant adopté la manière anglaise, ces Français, mais ils refusaient d'accorder la primauté du champ de bataille à de simples piétons. Bien avant Azincourt, les 2 armées ennemies offraient un visage assez différent. Si l'armée royale française conservait une armature féodale, celle des rois anglais, Plantagenet puis Lancastre, avait intégré un nouveau type de recrutement fondé non plus sur la relation de fidélité, mais sur le contrat. Il est vrai que depuis le XIVe siècle, la France et l'Angleterre avaient connu la crise de ce qu'on appelle le servicium debitum, l'obligation du service d'ost. Et on vit alors les obligations féodales décliner peu à peu. Le concours des vassaux continua d'être exigé, oui, mais il fit de plus en plus souvent l'objet d'une contrepartie financière. Les Anglais trouvèrent alors une nouvelle forme d'engagement contractuel sous le nom d'endenture, du nom même de la forme du document, qui permettait à un seigneur d'engager un capitaine avec des hommes prêts à servir n'importe quand et n'importe où, en temps de guerre comme en temps de paix. On prévoyait d'ailleurs à l'avance à la fois les rétributions, mais aussi le partage des butins. Alors, les Français, confrontés, bien sûr, je l'ai dit, à cette même difficulté, adaptèrent plus tard ce même principe à travers ce qu'on appelle la lettre de retenue, par laquelle tel ou tel seigneur retenait à son service un certain nombre d'hommes d'armes. Mais si les Anglais recrutaient par contrat aussi bien des archers que des hommes d'armes, les Français recrutaient plutôt essentiellement des hommes d'armes. Et d'ailleurs, ce qui dissocie aussi dans ce type de contrat ces deux royaumes, c'est que les nobles anglais, les hommes d'armes anglais, acceptaient aussi d'ailleurs de se battre comme des archers, ce qui était hors de question du côté français. Tout cela n'empêchait pas les rois de France, d'ailleurs, de continuer à payer fort cher des mercenaires étrangers, comme les arbalétriers génois que nous évoquions tout à l'heure. Alors, en 1415, à la veille de la bataille d'Azincourt, cette opposition structurelle entre les 2 armées françaises et anglaises demeurait flagrante. L'armée qu'Henri V avait réussi à traîner jusqu'au plateau d'Azincourt, affamée et affaiblie par 300 kilomètres de marche forcée, n'a rien de commun avec celle du pauvre Charles VI. C'est vrai qu'on avait pris soin d'écarter le roi du champ de bataille. Je dis ce pauvre roi, puisque vous le savez, il n'était plus dans sa plus grande forme et qu'il n'était plus non plus d'un grand secours sur le terrain. Mais cette absence de leader devait avoir aussi des conséquences sur la conduite de l'armée le moment venu. Les Français désiraient ardemment l'affrontement et après plusieurs défis, Henri V consentit enfin à la bataille. Voyant que les Français lui avaient barré la route de Calais, il installa son camp à Maisoncelles, un petit village près d'Azincourt, et il choisit un labour étranglé entre 2 bois qui compenserait à ses yeux le déséquilibre des contingents.
10 000, 12 000 Français, peut-être contre 6 000 Anglais. Car si la bataille des chiffres demeure, les Français sont en nombre supérieur, c'est indubitable. Mais les hommes d'Azincourt et les hommes d'Henri V sont pour l'essentiel des archers. Ces longbowmen que j'évoquais tout à l'heure, des hommes issus de la paysannerie qui maîtrisent parfaitement le maniement du grand arc. Quelques hommes d'armes entourent le roi d'Angleterre. Mais en face, c'est une armée de chevaliers qui se dresse devant eux. Les grands princes du royaume sont présents, le duc de Bourgogne excepté, pour des raisons liées à la guerre civile, même si ses deux frères rejoindront quand même l'hoste du roi. Ces princes, d'ailleurs, ne veulent pas s'en laisser compter par le connétable Charles d'Albret, ni par le maréchal de Boucicaut. Ils sont en première ligne et repoussent les archers à l'arrière. C'est à eux que revient le privilège de combattre. Ils vont se battre à pied et entendent bien humilier les paysans qui se trouvent en face d'eux. Après avoir patienté toute la nuit et s'être observés toute la matinée encore, les archers anglais vont esquisser un premier mouvement, tirer une salve de flèches comme une sorte de provocation, renforcée par une formidable huée. Les cavaliers placés sur les ailes vont alors s'élancer. Mais cette charge est brutalement déroutée par une pluie de flèches, et ceux qui parviennent à s'avancer encore viennent s'empaler sur les pieux de bois que les archers ont plantés au milieu de leur rang. La première ligne, l'avant-garde qui s'avance, va alors buter sur cet amas de cadavres et de chevaux. Une poussée dont on imagine déjà la progression presque impossible dans un terrain labouré et détrempé. Ces chevaliers, écrira plus tard le religieux de Saint-Denis, avaient de la boue jusqu'aux genoux et étaient déjà vaincus avant même d'avoir rencontré l'Anglais. Comment avancer dans ces conditions avec le poids de l'armure et des armes, tandis qu'en face, les archers anglais, protégés par de simples jaques de cuir, se déplaçaient avec agilité. Ceux-là se ruèrent alors sans difficulté sur les chevaliers français, prisonniers de leur gang de fer. On connaît la suite. Après plusieurs charges, les Anglais commencèrent à réunir leurs prisonniers. Et c'est le pillage du camp anglais par le sire d'Azincourt et ses paysans armés qui fit basculer la défaite en une véritable boucherie. Henri V, qui croit à une attaque à revers, ordonne de faire massacrer les prisonniers. Si les nobles anglais protestent, c'est à des archers et à des roturiers qu'il donne l'ordre de les exécuter. Le bilan est très lourd. 6 000 morts du côté français, pense-t-on, à peine 1 millier du côté anglais. Jamais on n'avait dénombré une telle perte au cours du conflit en une seule bataille. Surtout si la fine fleur de la chevalerie avait été moissonnée à Azincourt, c'est tout le royaume qui perdait une partie de ses élites militaires, politiques, administratives. Dans cette France exsangue de l'après-Azincourt, déchirée par la guerre civile, divisée par le traité de Troyes, il fallut la pugnacité du dauphin et la fidélité de ses officiers et de ses capitaines pour redresser la situation. Il fallut près de 3 décennies pour inverser la tendance. Pendant 30 ans, Charles VII s'efforça de consolider sa position politique et de renforcer son appareil militaire. Il manqua longtemps d'argent pour le faire, mais au tournant du XVe siècle, il orchestra un mouvement majeur dans l'histoire politique et militaire de la France. D'abord par la création d'une première armée permanente en 1445 et ses compagnies d'ordonnance, qui lui permit d'ailleurs de rétablir aussi l'ordre dans ses propres troupes. Il la compléta par la création de la petite ordonnance, qui institua les compagnies de Francs-Hachés en 1448, puis en 1450, c'est le tour des garnisons à travers l'ordonnance des mortes-paix qui est réglée. Enfin, il développa la puissance de feu de son armée grâce à une artillerie de campagne qui fit merveille à Formigny, le 15 avril 1450. Alors malheureusement, l'image ne reflète pas du tout cette avancée technique, de même que celle de Castillon, où il y a, dit-on, 300 pièces d'artillerie. En fait, c'est plutôt sur cette image-là où, bon, on en a d'autres, on voit des bombardes. Mais ce qui est intéressant dans cette image, justement, c'est de voir qu'à côté des militaires se distingue un civil, un canonnier, chargé justement de manipuler cette nouvelle arme. Alors on dit nouvelle arme, en fait l'artillerie est utilisée pour les sièges depuis le milieu du XIVe siècle, mais c'est l'artillerie de campagne qui s'est largement développée au XVe. Ce perfectionnement, on le doit à des hommes de l'art, à un ingénieur italien, Luigi Ribot, à Pierre Bessonneau et surtout à 2 frères, 2 roturiers encore, Jean et Gaspard Bureau, qui seront au service de l'artillerie du roi. Alors que deviennent les chevaliers dans cette nouvelle configuration militaire ?
D'abord, il faut dire que Charles VII, dans cette réforme, remit également à plat le service de la noblesse. Écuyers et chevaliers ne sont plus désormais rétribués en fonction de leur titre, mais en fonction de leur service. Les chevaliers sont devenus dès lors des militaires. Pourtant, si la chevalerie doit abandonner une partie du terrain à l'artillerie, cette arme ignoble au sens propre du terme, elle n'a pas perdu en prestige. Les frères Bureau, d'ailleurs, ces grands maîtres de l'artillerie, seront anoblis. Le modèle le plus prestigieux reste encore celui de la noblesse militaire. Enfin, elle est loin d'avoir perdu toute utilité sur le champ de bataille et elle sait s'accorder avec l'artillerie quand il le faut. Si Castillon a démontré la puissance de feu du roi, c'est encore la cavalerie bretonne qui va mettre le point final à l'affrontement dans une ultime charge, ce qui fut d'ailleurs aussi le cas, dans une moindre mesure, à Formigny. Sans doute qu'à Azincourt, les Français avaient tardé à tirer les dernières leçons de leurs précédents échecs militaires. On ne peut leur reprocher leur vaillance. Leur stupidité, diront certains. L'historien n'a pas à juger, mais à comprendre et analyser les mentalités et les hommes à plusieurs siècles de distance sans faire d'anachronisme. La bataille rangée constitue pour un chevalier un moment privilégié, paroxystique, où il doit se surpasser et se distinguer par sa bravoure, faire belle apertise d'armes, comme on dit. Et puis ne l'oublions pas, cette période a vu se forger de grandes figures chevaleresques. Ces grandes figures, nous pouvons encore les citer parce qu'elles appartiennent toujours à notre mémoire collective. C'est Dunois, La Hire ou Bayard. Je vous remercie. Merci Valérie Toureille pour cet exposé très complet sur la chevalerie, l'opposition entre deux armées, les conséquences à Azincourt et ses suites. Nous avons maintenant un petit peu de temps pour les questions et la discussion. Peut-être parmi les intervenants, y a-t-il des questions sur votre exposé? Olivier, peut-être, vous qui êtes le plus proche de cette période. Oui, chronologiquement. Non, il y a une question. Effectivement, bon, l'exposé était très complet pour brosser un petit peu l'évolution de la caste, puisqu'on est quand même dans un phénomène de caste, avant et après ce moment focal qui est à Azincourt. Est-ce qu'il y a eu une production, parce que c'est vrai que c'est un domaine que j'ai moins exploré, est-ce qu'il y a eu une production, par exemple, sur, comme on a eu le cas autour de la bataille de Poitiers, est-ce qu'il y a eu autour de l'exemple d'Azincourt, est-ce qu'il y a eu une production littéraire comparable, dénonçant justement la défaillance de la chevalerie et montrant en gros la décadence de cette caste? Non, c'est vraiment propre à la bataille de Poitiers. Alors c'est vrai que la succession est très proche de ces deux défaites. Et puis, c'est le moment où se met en place l'appareil fiscal. Et derrière la complainte de Poitiers, il y a la contrainte fiscale. C'est-à-dire que la population supporte de plus en plus mal dans cette période de contexte difficile de payer l'impôt, tandis que les nobles en sont exemptés, mais ils en sont exemptés parce qu'ils paient l'impôt du sang, sauf qu'ils échouent dans cette mission. Et c'est cette dialectique qui provoque l'attention. Alors, on se dit qu'à partir du XVe siècle, eh bien, malheureusement, on est un peu rentré dans l'habitude de payer ces impôts extraordinaires. Mais je crois que le royaume est à ce point exsangue qu'il n'y a pas non plus de réaction. Et puis la chevalerie a payé un tribut si lourd que l'on ne voit pas pointer effectivement du tout cette même critique. Pour le coup, les historiens modernes, toute réserve, devraient noter que ce mouvement anti-nobiliaire, il est ancien. Et s'il y a un acte de naissance, c'est vraiment au moment de la bataille de Poitiers. Non, puis on a l'impression finalement que le contexte de guerre civile, qui est le contexte politique de la France au moment d'Azincourt, finalement, a un peu, un peu bloqué la liberté de parole, finalement, de ceux, des clercs, des lettrés qui auraient pu s'exprimer sur la défaillance des élites. Oui et non. Parce que lorsque je cite justement ces trois auteurs que sont Chartier, Bouvet et Pisan, alors il y a deux niveaux de critique. Effectivement, il y a une forme d'indolence qui est dénoncée chez ces auteurs. Il y a aussi la division, c'est-à-dire que c'est précisément la guerre civile que ces lettrés condamnent en disant plutôt que de vous entre-déchirer, unissez-vous pour chasser l'ennemi commun.
Deux questions pour Valérie Toureille, l'une très ponctuelle, l'autre plus large. La première, c'est concernant les archers anglais. J'imagine qu'après leur réussite, il y a une promotion sociale. Est-ce qu'ils sont, entre guillemets, récupérés par l'aristocratie ou est-ce qu'il y a une voie parallèle? Je veux dire, ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment expliquez-vous finalement cette espèce de statisme de la bonne image sociale du chevalier qui finalement, malgré Azincourt, malgré des moments de critique, alors j'allais dire oui mais c'est compliqué, mais j'allais dire c'est un modèle qui va quand même tellement fasciner l'imaginaire qu'au fond il va subsister d'une certaine manière bien au-delà et jusqu'à nous dans nos imaginaires actuels. Donc est-ce que vous avez dans ce que vous lisez à ce moment-là des éléments qui vous permettent d'indiquer une piste sur cette permanence? Alors sur la première question, il y a quelque chose de très intéressant en Angleterre. Et en même temps, on a beau s'interroger, il est difficile, même avec les collègues anglais, de savoir pourquoi. Il n'y a pas dans la noblesse anglaise de mépris pour l'infanterie. Et cette capacité, effectivement, à se servir de l'arc si le roi l'exige ou l'expédition l'exige, et puis après de combattre à cheval. Donc il n'y a pas cette dichotomie. En revanche, ces longbowmen restent en fait des hommes qui peuvent avoir une promotion, c'est-à-dire qu'après Azincourt, on va leur attribuer des pensions. Il y a un collège qui est fondé où les combattants d'Azincourt sont reçus et ont un certain nombre de droits. Pour autant, ils ne deviennent pas nobles, ils ne sont pas anoblis. Donc, ça c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi est-ce que le contrat naît en Angleterre et pas en France ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes héritiers d'un droit anglo-saxon extrêmement contractuel qui est contraire à notre héritage juridique? Bon, voilà, c'est plein de questions qui se posent. Pourquoi est-ce que les Français refusent d'accorder cette part à l'infanterie sur le champ de bataille? Parce qu'en fait, les Français essayent de contrebalancer en développant l'archerie à travers les arbalétriers, mais c'est pas du tout le même usage. Mais finalement, ils l'emportent non pas en les concurrençant sur le même terrain, mais en développant une autre arme, qui est le feu. Mais pour ce qui est après de l'image, toujours fantasmée et glorieuse, c'est effectivement une question difficile. Notre culture est encore profondément marquée par cet héritage épique des romans de chevalerie. Je disais tout à l'heure que c'est un modèle international. C'est vrai qu'il y a très peu d'endroits, peut-être un peu dans un pays gaélique d'Irlande, où ce modèle chevaleresque ne s'est pas imposé, mais c'était vraiment un modèle universel. Donc, il a duré 500 ans à l'échelle de notre temps, c'est considérable. Et puis, bon, on pourrait même s'amuser à repartir de l'Antiquité, depuis l'ordre équestre jusqu'aux ordres de chevalerie actuels. Donc, c'est vrai qu'il y a cette permanence et cette gloire qu'il est difficile d'expliquer autrement. Est-ce qu'il y a il y a des questions dans la salle? Vous avez fait l'apologie de l'arc anglais. Non, et comment des paysans anglais avaient des arcs qui pouvaient tirer à 300 mètres et que des ruffians français n'avaient rien du tout. Deuxième point, la flèche est validée d'une extrême efficacité contre des gens qui ont des armures. Ça paraît quand même assez curieux. Alors, bon, je fais l'apologie de personne. Moi, j'essaye de comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que on est en contact évidemment avec les recherches que font les Anglais sur ces longbows. Les contrats d'embauche que j'évoquais tout à l'heure permettent justement de recruter en masse ces archers. Ça coûte beaucoup moins cher et ça fournit des contingents importants. Donc ça, c'est très intéressant. Ces hommes manipulent en fait l'arc depuis leur plus jeune âge. Et ce sont des arcs qui s'adaptent à la hauteur justement. Alors attendez, alors, j'ai plus droit. Bon, c'est pas grave. Il s'adapte à la hauteur. Donc, on a essayé de reconstituer. Je suis désolée. C'est un peu médiéval aussi. Oui, parce que je commence là et vous arrêtez. Bon, c'est pas grave. Donc, ce sont de très grands arcs. Effectivement, on est capable de tirer 10-12 flèches à la minute. Donc, c'est redoutable. Mais
En fait, c'est toujours en jeu dans l'archéologie expérimentale. Est-ce qu'on est capable de percer une plate d'armure avec une flèche ? Alors en fait, on fait des essais, sauf qu'il faudrait coller la plaque sur un bonhomme parce que derrière il y a un rembourrage de tissu. Bon, donc ça amortit, ça on peut pas le mesurer. C'est vrai, vous le mettez sur une planche de bois, c'est sûr ça perce. En fait, très souvent le tir est parabolique. En tout cas, au moment où je vous parle, c'est-à-dire que le premier mouvement de la bataille, ce sont des tirs paraboliques. Ça cherche d'abord à affoler les chevaux. Imaginez, les chevaux fuient toujours l'obstacle et fuient toujours la menace. Donc, vous êtes sûr de créer la pagaille dans les rangs de la cavalerie en faisant pleuvoir, littéralement. Quand je dis pleuvoir, c'est qu'ils retombent en parabole sur les chevaux. Alors, eux aussi sont peu ou prou protégés. Et il n'est pas impossible que, comme on dit, au défaut de l'armure, il y ait des flèches qui puissent entrer dans une armure. Mais le but, c'est vraiment de créer l'effroi et la pagaille. N'oubliez pas non plus que cette masse de flèches perturbe aussi les hommes. On pense qu'il y a peut-être 60 000 flèches qui ont été tirées à Azincourt. 60, peut-être 100 000 flèches. Ils ont soit 24, soit 48 flèches dans leur carquois à tirer. Bon, après, ils vont en combat avec ce qu'ils ont, des masses, des petites haches, et c'est comme ça qu'ils les tuent essentiellement, pas tellement. Voilà. Mais en même temps, les hommes qui tombent avec les chevaux, qui se font piétiner, enfin tout ça fait que, cette attaque, elle est forcément létale aussi. Voilà. Pardon, l'arbalète est un système assez l'arbalète, dangereux. elle perce, c'était l'arme la plus moderne de l'époque. Oui. On utilisait des tireurs professionnels et, si vous voulez, elle est ravalée à une espèce de grande gadget dans cette bataille dans lesquelles on n'en parle pas. Non, elle n'est pas ravalée. Alors, elle est redoutable, l'arbalète. Vous savez qu'elle est condamnée par la papauté. C'est pour ça, oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des arbalétriers à Azincourt. Enfin, on pense qu'ils sont là, puisqu'il y a des milices communales. Sauf qu'on les a mis derrière, et ils ne sont pas intervenus. Pourquoi ? C'est la même chose que ce qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire que ce sont les hommes à cheval qui veulent combattre. Et ils ne laissent pas leur part aux fantassins, tout simplement. De compléter un petit peu justement sur cette relation entre l'arc et l'arbalète. C'est lié exactement aussi à ces privilèges de caste qu'évoquait Valérie Toureille au cours de son exposé. C'est que le choix d'une arme différente entre l'infanterie française et l'infanterie anglaise est lié aussi au fait que les Français ont toujours été réticents, là je parle sous votre contrôle, à armer les roturiers. Oui, et les populations civiles. Oui. L'avantage de l'arbalète, c'est que c'est une arme pour laquelle vous n'avez pas besoin d'être vraiment entraîné. En réalité, n'importe qui peut tirer à l'arbalète à partir du moment où on l'a décrit le fonctionnement. Alors que quand vous êtes un archer, vous avez besoin d'un entraînement long et régulier parce que vous avez besoin déjà de conformer votre musculature. Ce sont des arcs extrêmement puissants. Donc il faut se muscler le dos, les épaules, etc. Et en plus, quand vous tirez, vous tirez et vous visez en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ajuster votre tir comme le fait un arbalétrier qui a tout le temps d'ajuster son tir puisque c'est de toute façon le mécanisme qui retient la corde et non pas ses mains. Donc l'avantage de l'arbalète, c'est que vous pouvez la donner, la stocker à l'abri, la donner au moment venu à la troupe de fantassins que vous avez recruté et la reprendre ensuite, sans nécessiter finalement d'entraîner vos combattants. C'est pas du tout le cas de l'arc, c'est-à-dire que les archers qu'évoquait Valérie Toureille, ils s'entraînent le dimanche, ils ont leur arme avec eux, donc vous avez en fait un pan de la population qui est armé en permanence, chose totalement inconcevable sur le continent. Alors qu'en Angleterre, c'était admis, dans un contexte, je ne crois pas qu'on l'ait évoqué aussi, où la population de l'Angleterre à l'époque, c'est 5 millions d'habitants. Alors qu'on est à 15 millions d'habitants en France. Il faut aussi l'avoir en tête quand on compare les usages et ce qui semble être une cohésion sociale finalement plus forte a priori en Angleterre, au moins sur le plan militaire, qu'en France. En descendant juste au-dessous du chevalier, il y a le cheval. Les chevaliers sont, avec leur armure, leur armement, plus lourds. Les chevaux eux-mêmes sont protégés. Où est-ce qu'on trouvait les chevaux ? Qu'est-ce que c'était que les chevaux de cette époque ? Où est-ce qu'on les trouvait ? C'était des races particulières sélectionnées. Il y avait l'équivalent de ce qui serait des haras ensuite, ou c'était
les chevaux de l'agriculture moyenne. Ah non, non, non. On distingue effectivement ce qu'on appelle les sommiers, hein, soit qui servent à transporter les charrois, ceux qui servent à la guerre, hein, sont les destriers ou les coursiers. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes chevaux, ce ne sont pas du tout les mêmes prix, ce ne sont pas du tout les mêmes soins d'ailleurs. Hein. On dit qu'on prend d'ailleurs beaucoup plus soin des chevaux que des hommes. Donc ces chevaux sont de très grands prix. Donc effectivement, il y a des lieux d'élevage et puis on les importe aussi d'Europe centrale. Alors vous savez que c'est aussi l'origine des hongres. Hein. Donc on a des chevaux entiers, on monte des juments et on monte aussi des hongres. Voilà. Donc il y en a aussi qui viennent d'Espagne. Non, il y a un marché du cheval. Qui évidemment est très présent à la fin du Moyen-Âge, mais même avant. Hein. Ces chevaux ont un nom. Enfin voilà, ça fait partie des présents de très haute qualité qu'on peut offrir. Voilà. Et puis, il faut pas oublier non plus qu'ils font l'objet d'un marché. Hein. Alors, c'est vrai que pour des grandes batailles comme celle-là, on n'a pas tellement de traces. Moi, j'ai d'autres exemples de chevaux qui sont pris dans des embuscades. Donc, ils alimentent un marché de la revente du cheval de guerre. Nous n'allons plus prendre de questions pour l'instant, afin de ne pas prendre trop de retard sur l'horaire. Et nous allons donner la parole à Olivier Renaudot, qui est conservateur en chef du patrimoine et chef du département ancien du musée de l'Armée, et qui est le co-commissaire de l'exposition Chevaliers et Bombardes, et qui nous parle cet après-midi du Moyen-Âge à la Renaissance, le cavalier, le feu et le métal. Olivier, c'est à vous. 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 Olivier, c'est